Bonsoir. C'est Karim Tabou, notre invité d'aujourd'hui. Pendant une de ses communications lors d'une rencontre avec l'opposition algérienne à Paris, il y a quelques années de cela, qui avait attiré mon attention sur l'expression « la croisée des chemins ». La croisée des chemins. Dans sa traduction en arabe, une double déclinaison, nous avait appris Karim Tabou. Multaqa at-Turuq, la rencontre, la confluence des chemins, et Muftaraq at-Turuq, la séparation ou la divergence des chemins. Multaqa at-Turuq, la synergie, la confluence. Un moment, un contexte, une conjonction, une affluence de circonstances vers un même centre, une synergie, une muette symphonie pour que naisse l'événement, pour qu'il se cristallise et s'impose comme autant de petits ruisseaux qui affluent, qui font leur lit pour se fondre dans le cours désormais naturel de l'histoire. Muftaraq at-Turuq, la divergence des énergies, l'incompatibilité, la disparité, voire la dissidence. Avec l'avènement de ce qui vient de se produire sur la scène politique algérienne, ce boycott historique des électeurs pour les législatives, ce divorce tonitruant avec un pouvoir qui avait fini par user le fonds de commerce patriotard qu'est la mémoire de la guerre de libération, un pouvoir totalitaire qui n'a jamais reculé devant aucune extrémité, ni aucune ruse, ni aucune répression pour se maintenir à la tête d'un pays qu'il a fini par totalement épuiser dans tous les sens du verbe. Avec ce refus donc massif de participer à une énième farce électorale, vient donc de se concrétiser cette double déclinaison de la croisée des chemins en langue arabe. Les Algériens viennent donc d'entrer en synergie pour ce qui semble s'annoncer comme une reprise de la protesta contre un pouvoir illégitime. Et dans le même temps, ils viennent de signifier avec force que le moment est venu pour eux de se séparer, Muftaraq at-Turuq, de ce système qui compromet jusqu'à l'unité du pays et de se réapproprier, ses citoyens, cette citoyenneté justement, pleine et entière, promise par leur libérateur et qu'il leur faudra arracher par eux-mêmes. Multaqa at-Turuq, Muftaraq at-Turuq. Karim Tabou, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous donc aujourd'hui pour une émission au long cours qui sera diffusée en deux parties. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci, Khouya Jamal. Merci de l'invitation. Merci de laisser cette fenêtre de libre expression ouverte. C'est très important que la chaîne Nord-Africa et Maghrébia continue de faire arriver la parole de tous les sans-voix, de tous ceux qui sont interdits de parole.
Ce que vous faites est extraordinaire et nous vous remercions pour ça. Merci à vous, Blemzi, Elena, Karim Tabou, sans vous qui venez sur ces plateaux, qui prenez le risque, tout particulièrement vous qui êtes à l'intérieur de ce pays, qui êtes dans la gueule du loup, c'est vous que nous devons remercier, très sincèrement. Alors, Karim, d'abord, comme ça, à chaud, votre sentiment sur ce qui vient de se passer au pays et qui est un véritable événement. Alors d'abord, avant de vous, que vous puissiez développer ce que vous en pensez, j'aimerais d'abord que vous me disiez, est-ce que, comme l'affirment beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs, que c'est un boycott, un véritable acte de désobéissance civile, ou est-ce juste de l'abstentionnisme ordinaire, comme ils sont en train de nous le dire, la lassitude des gens qui ne croient plus à rien, qui préfèrent aller à la plage plutôt que de perdre une journée au bureau de vote? Encore une fois, merci Si Jamal. Vous avez fait une excellente introduction au débat. Comme d'habitude, hein, Merci. Je vous ai vous laissez toujours emprunté, je vous l'ai emprunté en une- fait. vous laissez toujours une belle empreinte de débat. En tout cas, je pense que beaucoup n'ont pas compris que le séisme, si j'ose parler du séisme du 22 février, certainement, il va faire effet de réplique à chaque fois et nous rappelle ce moment historique, cette mise à l'épreuve, malheureusement, qui aurait pu être une opportunité historique pour notre pays parce que c'est à la fois une dynamique populaire, une dynamique nationale, une dynamique pacifique, une dynamique unitaire et qui a justement créé cette synergie entre les Algériens de l'intérieur et les Algériens de la diaspora. Jamais peut-être les festivités qui ont suivi la déclaration d'indépendance en 62, mais jamais les Algériens étaient unis comme c'était le cas le 22 février 2019. Et puis également, ils avaient porté pour la première fois un projet politique, une ambition nationale, une ambition d'indépendance, une ambition de rétablissement du peuple dans son droit à l'indépendance, à l'autodétermination, puisqu'après l'indépendance, le peuple algérien continue de demander l'indépendance. C'est très important également, dans votre introduction, vous avez fait cette, cette concomitance entre Multaqa Toroq ou Muftaraq Toroq, à ne pas d'ailleurs confondre avec le mouvement mécanique de centripète, parce que le mouvement centripète aboutit assez souvent à la fente, à la... Mais cette fois-là, je pense que vous avez abordé le sujet d'une manière un peu magique. C'est une mise en demeure de l'histoire qui est faite à l'élite d'une manière générale, mais également au peuple algérien, de prendre ses responsabilités. Et à chaque fois qu'on donne l'occasion aux Algériens, au peuple algérien, de se décider lui-même, il a fait preuve d'une maturité. Quoi qu'on dise de ce peuple, il y a beaucoup de gens qui regardent par le haut le peuple en assénant des fois de fausses vérités. Certains proclament des verdicts de condamnation. Assez souvent, on condamne ce peuple à l'immaturité politique, à son incompétence, à son incapacité à faire l'histoire, etc. Mais à chaque fois qu'on a donné la chance à ce peuple, il a fait preuve, au contraire, de maturité, de responsabilité, de retenue et surtout, malgré toutes les sirènes, malgré le ras-le-bol, malgré les conditions difficiles, il est resté serein, il est resté pacifique. Donc, l'attitude du peuple algérien est une attitude politique. Ah, il y a un souci. Entre, beaucoup de gens confondent entre une attitude militante, une attitude partisane et une attitude politique proprement dite. Le peuple algérien, bien avant le jour des élections, s'était démarqué
a assumé une position, a très clairement, malgré les sollicitations, malgré les moyens de propagande, malgré la présence de tous les acteurs qui voulaient l'enrôler, qui voulaient l'entraîner vers les élections, il est resté serein. Et les quelques sorties effectuées par les chefs de parti sur le terrain, je pense qu'on a eu ces petits moments dans les marchés, dans les cafés, de belles répliques politiques des citoyens qu'on ne peut pas soupçonner d'être envoyés par X ou Y, des gens dans leur spontanéité, dans leur naturel, avaient remis à leur place des gens qui pourtant venaient avec un plan fait, avec une stratégie élaborée, etc. Donc, le point de rencontre, justement, c'est la spontanéité, le naturel quand il est face au calculateur. Et assez souvent, celui qui l'emporte, c'est celui qui dit vrai, qui porte la parole vraie. Et donc, pour, euh, pour moi, il était très attendu que le taux de boycott, d'abstention, de rejet, etc., les mots importent peu, soit atteint ce chiffre, peut-être plus. Hein. Moi, je suis tenté de Justement, dire Karim que Tabou, justement, de l'aveu même de gens très proches du pouvoir, entre autres Bengelina, par exemple. Eh bien, il n'est pas le seul. Ils sont très nombreux à parler de fraude massive. Ça veut dire qu'avec ce chiffre, qui est le record négatif le plus important depuis l'indépendance du pays, il n'y a jamais eu un chiffre livré par le régime lui-même parce qu'il n'avait pas le choix, après un grand bourrage, une grande fraude, il n'est arrivé qu'au 5e de participation, vous imaginez. Comment se fait-il que, malgré un tel camouflet populaire, ce régime ne s'en ressente pas plus que ça? D'ailleurs, nous allons écouter M. Tebboune pendant un moment et je vous rends la parole. Nous allons écouter M. Tebboune qui nous dit que lui, les chiffres ne l'intéressent pas. Que les gens peuvent ne pas participer, ça ne lui fait pas bouger une oreille. Écoutons-le. ندخلوا في الديمقراطية اللي بغى يقاطع هو حر. أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش، يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Alors, Karim Tabou, je rappelle, je vous donne la parole, que son premier mandat, il y a eu un très gros boycott. Qu'après, juste après, son référendum sur la constitution Tebboune, qui porte son nom, très grand boycott. Ensuite, les législatives de son premier mandat, très fort boycott. Et là, une autre législative, et c'est un boycott historique, jamais vu, jamais observé. Et je signale que dans le kit, il y a eu à peu près 15 changements à la tête des directions sécuritaires qui appartiennent à l'armée. La DCSA, la DCSE, la DCSI. Vous aurez compris pourquoi je fais la relation. Et pourtant, ce régime, qui normalement, après un tel chiffre, ça aurait dû être des assises politiques au sein du régime pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour la suite des événements. Or, la seule chose qu'ils ont fait, c'est d'ordonner à leur presse domestique de dire que tout ça, c'est la faute des partis politiques. Donc, nous savons, vous et moi et tout le monde, que ces partis politiques ne décident de rien du tout, ni du positif, ni du négatif, qu'ils sont totalement isolés, qu'ils ne servent que de façade Potemkin à un régime qui a besoin de faire savoir, zama, qu'il y a de la diversité, du pluralisme en politique algérienne. Et je vous laisse nous dire votre avis. En tout cas, il y a le fait, il y a son interprétation. Quand j'entends le chef de l'État, il montre très bien qu'il ne maîtrise pas les concepts politiques.
il n'a pas le sens de la légitimité, il n'arrive pas à comprendre c'est quoi une élection et c'est quoi donc la souveraineté populaire. Et puis également, il y a un élément très important, au-delà de cette divergence entre les gens qui participent et les gens qui ne participent pas, le chef de l'État doit savoir que les voix des gens qui ont voté, les chiffres des élections, est une propriété du peuple. Le peuple est en droit de connaître les chiffres des élections, bureau par bureau, centre par centre, commune par commune, candidat par candidat, et je lance d'ici le défi de publier ces détails-là. Parce que les chiffres qui sont consolidés au niveau des instances habituées à ramasser les chiffres, donc à nous communiquer des taux, des chiffres globaux, il y a toujours une zone d'ombre. Parce que ces chiffres appartiennent au peuple algérien. Et il doit savoir que ne pas donner de l'importance au taux de participation est une manière justement de ne pas donner de l'importance au peuple algérien. Ça pose un problème à la fois de compréhension, de niveau politique, mais également d'éthique et de respect envers le peuple. Autant les gens qui n'ont pas voté que les gens qui ont voté, tous ces chiffres leur appartiennent et ils sont en droit de les réclamer dans le détail. Moi, je défie les services du ministère de l'Intérieur, les services de l'ANI, les services de la présidence de nous communiquer les chiffres par centre de vote. Dès lors que nous avons connaissance du nombre de bureaux de vote et de centres de vote, le nombre de communes il est de 1541 communes, le nombre de wilayas il est de 69, nous avons un chiffre précis de candidats, il n'y a pas de raison d'avoir des approximatifs, des approximations. Nous avons le détail. Donc, vous avez mis en place un système électoral, lequel système électoral devait donc être accompagné d'un système de collecte de données et de leur communication. Juste réapprendre à l'administration et au pouvoir politique un principe électoral mais politique. Les chiffres appartiennent au peuple. Ils ne vous appartiennent pas. Vous avez le devoir de les restituer tels qu'ils ont été exprimés. Et si on adopte cette attitude-là de respect envers les citoyens, nous allons nous apercevoir tous que les chiffres sont bien au-dessous de ce que nous a toujours annoncé. Même cette fois, personnellement, ça reste un avis personnel, les taux de participation sont beaucoup inférieurs au taux de participation annoncé, et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait de traîner les chiffres et les résultats. Après, la question de la légitimité. La question de la légitimité, elle pose deux sphères, deux niveaux. D'abord, un système électoral où une élection n'est pas seulement l'acte de voter, elle implique, elle met en interaction beaucoup de choses. Les institutions, donc la parole officielle, la loi, les services de sécurité, les partis politiques, les médias, l'opinion publique, tous ces éléments-là forment le système électoral. Et puis également, il y a une autre dimension, c'est la dimension des faits, c'est la dimension de comment s'exercent les libertés des gens, et puis la finalité de toute élection dans le monde. Une élection est faite pour traduire la volonté d'un peuple. C'est pour traduire la volonté des gens qui votent dans toutes les élections. Et lorsqu'un chef de l'État vient nous dire en face que la volonté populaire ne m'intéresse pas, importe peu dans un système électoral, que reste-t-il de cette élection? Que reste-t-il du sens des mots, de la politique, de la science politique, des élections, etc. Donc, si nous prenons que les mots du chef de l'État, ben, il paraît que dans sa tête, dans son imaginaire à lui, l'élection n'est faite que pour aboutir à la mise en place d'une assemblée, peu importe ni les conditions, ni les chiffres, ni la légitimité des gens qui vont être installés.
il aurait pu mettre un article dans sa constitution qui a été d'ailleurs rejeté par le peuple algérien et qu'il se donne à lui-même le droit de désigner les députés. Il va le faire. Et donc, on aurait fait l'économie de tout ça puisque maintenant nous avons toute la démonstration que d'un côté, une opinion publique consciente qui ne veut pas servir de faire valoir des décisions du pouvoir, et donc c'est un point de divorce. هي نقطة مفترق الطرق. Le peuple algérien a considéré que désormais il a pris acte vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de l'avenir, que c'est un point de divergence fondamentale. C'est le point donc de rupture avec le pouvoir. Et bien sûr que le pouvoir en fait un point de convergence avec toutes ses clientèles. Il a essayé d'arranger une élection qui finalement a bien prouvé quand même avec l'effort colossal fourni par le pouvoir pour essayer de donner un peu de poids, un peu de crédibilité, un peu de légitimité à lui-même et au parti, mais à la fin, le peuple Ça a algérien tourné au vinaigre. Mais Karim Tabou, vous venez de dire que c'est un peu comme s'il voulait nommer lui-même les députés. Mais en réalité, l'opinion publique, je crois, et ce n'est pas de sa faute, à force de propagande, à force de martelage, à force de bashing, les gens ne savent pas qu'en fait, ce Parlement ne sert vraiment à rien. Même s'ils pouvaient avoir ces fameux 20 députés pour pouvoir déposer des projets de loi, même si c'était le cas, les gens oublient que le président nomme le tiers du Sénat. Or, le tiers du Sénat, ça n'a pas été fait comme ça par hasard, c'est un tiers bloquant. Ça veut dire si demain, n'importe quelle loi pourrait passer à l'Assemblée nationale, la Chambre basse, puis elle monterait au Sénat, à supposer lors du vote du Sénat, il suffirait de mobiliser le tiers bloquant pour qu'aucune loi ne puisse passer. Ça veut dire c'est vraiment, ça ne sert à rien d'avoir une chambre basse, une chambre haute, zama, alors que c'est le président qui nomme le tiers bloquant. C'est dire. Mais sinon, Karim Tabou, un point très important que le régime tente d'évacuer, de faire passer sous silence pour que ça n'attire pas l'attention, notamment du pouvoir français, de l'État français, des médias français, des partis politiques français, etc., par les temps qui courent, vous voyez ce que je veux dire. Karim, ce qu'ils ne disent pas, c'est que la diaspora algérienne en France, que le régime semble avoir zama capté. Il est en train de dire au pouvoir français, de leur suggérer, de leur faire comprendre que c'est lui qui peut décider de faire voter la diaspora pour tel ou tel candidat, telle ou telle tendance. Et là, ce pouvoir qui est en train de se servir de ce potentiel de la diaspora, qui est pour la plupart franco-algérienne, il vient d'administrer lui-même la preuve que malgré le très fort bourrage des urnes dans les consulats, il n'y a qu'un dixième, 10% de l'électorat, du corps électoral de la diaspora qui a participé, et parmi ces gens qui ont participé, un très grand nombre de bulletins nuls. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce tir à blanc tiré par le régime et qui en fait s'est révélé rien du tout, c'est juste barreau de fantasia? L'élection en elle-même, pour moi, c'est un vrai référendum contre le pouvoir. Et le peuple algérien en a tranché. Tout ce que peuvent raconter les hommes du pouvoir, les partis du pouvoir, les médias du pouvoir, en tout cas, les chiffres, les vrais chiffres, ils les connaissent bien et ils savent que c'était un moment difficile pour eux parce qu'encore une fois, le peuple algérien a fait ce référendum populaire contre le régime.
Et les chiffres sont bien au-dessous, encore une fois, j'insiste, des chiffres qui ont été annoncés. Et puis, également, concernant la diaspora, avant de répondre sur la question de la diaspora, vous avez évoqué le tiers bloquant du Sénat. Au-delà même du tiers bloquant du Sénat, l'idée même d'intégrer le Sénat dans la Constitution du 16 novembre 1996 était une manière de faire un faux barrage institutionnel à toute idée, à toute élection qui risque de porter donc la volonté du peuple. Il y a eu l'expérience de 91 et à partir de là, devant l'incapacité, ils le savent très bien, leur incapacité à convaincre les Algériens, à tisser les bonnes relations de confiance avec les Algériens, ils ont trouvé plus expéditif, plus facile de traficoter sur le plan institutionnel, créer une instance qui est le Sénat et en faire un moyen de blocage en cas où le peuple algérien venait à décider de donner l'instance législative à un parti d'opposition. Donc, ils tiennent toujours le moyen de tout bloquer à travers le Sénat. Donc, l'idée même de créer le Sénat ne vient pas d'une réflexion pour renforcer l'édifice institutionnel. Bien au contraire, l'idée initiale était de créer un bicéphalisme institutionnel pour avoir une instance qui contrôle l'instance éventuelle qui soit élue par le peuple en cas où les élections se dérouleraient dans de meilleures conditions. Et quand vous avez cet esprit-là, ils ont renforcé encore davantage en créant le principe du tiers bloquant. Et à chaque fois, nous connaissons très bien que le tiers bloquant, le Sénat, sert de faux barrage institutionnel qui ne laisse passer que la volonté du pouvoir. Concernant la diaspora, il y a un double jeu qui a toujours été depuis longtemps par le pouvoir. D'un côté, il y a toujours les chantages qui s'en fait et que les services pouvaient faire bouger la diaspora dans les quartiers populaires, et donc il y a eu comme on a traîné un mensonge pendant de longues années qu'une grande partie de la diaspora, notamment des Algériens qui vivent dans les quartiers populaires des villes françaises, pouvaient être donc sous la main des services algériens. Et le Hirak vient, il a apporté la démonstration que le peuple algérien, la diaspora, elle est également cette partie de l'élite algérienne qui a fui le pays, qui a été contrainte. Ce sont des étudiants, ce sont des cadres, ce sont des ingénieurs, ce sont des médecins. Et donc cette masse de l'élite, cette intelligence ne peut pas aussi facilement devenir le bâton, l'élément de manipulation des services. Donc il y a une mise, j'allais dire, une clarification qui a été faite que les Algériens qui vivent notamment en France et dans beaucoup de pays ne sont pas ce qu'on a toujours pensé être des Algériens des quartiers populaires. Certes, il y a une masse d'Algériens qui vivent dans des quartiers populaires, mais aujourd'hui, il y a encore une diaspora, une immigration plus formée, plus intelligente, plus au fait des enjeux politiques, des enjeux internes, des enjeux entre... Donc, on n'a plus une idée, on n'a plus plutôt une diaspora qui soit à la merci des marchandages politiciens entre les services. Nous avons une diaspora consciente et d'ailleurs, le Hirak de Paris, de Londres, de Montréal a été très puissant et il a bien apporté la démonstration que les Algériens de l'intérieur ou les Algériens de l'extérieur, ils avaient donc une idée de l'avenir, une idée de leur espoir, de leur donc pays. La deuxième est que la diaspora, naturellement, ne pouvait pas se rendre complice de ces manœuvres politiciennes. D'ailleurs, tout le travail qui se fait aujourd'hui par les consuls afin
diffuser le discours du pouvoir, y compris à travers les représentations religieuses, les représentations associatives, tous les moyens qui sont dépensés, des sommes colossales qui sont mobilisées pour essayer de diffuser à travers les consulats le discours politique du pouvoir. Il a toujours buté sur un double obstacle, l'obstacle de la réalité, en ne pouvant plus cacher. Et je pense qu'auprès de tous ces pays partenaires de l'Algérie, ils connaissent assez bien la situation interne du pays, qu'elle soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des chiffres, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a une Algérie qui s'exprime, c'est l'Algérie de cette élite qui témoigne de la réalité. Aujourd'hui, quand j'entends des journalistes sur les plateaux de la télévision nationale se féliciter de la mise en place d'une instance qui vise à attirer les élites algériennes qui sont à l'étranger. C'est une bonne chose que l'élite algérienne soit attirée, c'est une bonne chose que l'élite algérienne soit mise au service du pays et qu'il y ait un meilleur management des ressources qui soient politiques, intellectuelles, scientifiques, etc. Mais du point de vue du bon sens, posons-nous la question, pourquoi toute cette élite se trouve à l'étranger? Pourquoi tous ces savants vivent à l'étranger? Pourquoi ces milliers de journalistes, d'ingénieurs, toute la crème de ce pays est en train de partir? De médecins. C'est la question qui se pose. Ce n'est pas... C'est bien de faire des choses afin de les attirer, de faire venir les gens, de leur faciliter l'initiative économique, l'initiative scientifique, de les intégrer dans des programmes de jumelage avec d'autres universités, etc. Tout cela est beau, mais lorsque c'est fait dans des logiques de propagande politicienne, ça n'aboutit qu'au même résultat, au fait, parce que la première question, posons-nous la question, elle est toute simple. Pourquoi les قراو اللي عندهم علم اللي عندهم شهادات جامعية اللي هم مفكرين, ce sont des intellectuels, des gens lettrés, des gens qui ont le savoir, qui sont en train de partir. Et ceux qui n'ont pas cette chance de partir par cette voie, ils sont en train de se jeter dans la mer. Donc, il y a un double problème. Ces Algériens, اللي هم علماء, اللي هم مثقفين, اللي هم مهندسين, اللي هم أطباء, ils sont en train de partir. Mais également ceux qui sont là, à la moindre occasion de quitter ce pays, ils ne ratent pas. Bel visa ou là, brir le visa. Donc, le débat n'étant pas de mettre en place une instance pour en faire un moyen de propagande politicienne, mais plutôt se poser les vraies questions. Pourquoi ces Algériens sont en train de quitter leur pays et ils font le bonheur des universités à l'étranger, ils font le bonheur des économies étrangères, ils font le bonheur des grands laboratoires étrangers et que ce pays est en train de se vider. Donc, ils ne peuvent pas nous manipuler sur ce sujet-là parce que nous connaissons la vérité des faits. Donc, je ne pense pas que le pouvoir soit capable aujourd'hui de tromper les partenaires étrangers sur le rôle que peut jouer la diaspora, puisque les représentations diplomatiques ici en Algérie connaissent bien la réalité de ce pays. Vous pouvez leur mentir, vous pouvez leur adresser des chiffres, leur envoyer des notes d'information, mais les faits, ils sont là, ils sont têtus. Très bien. Une élection comme celle qui vient de se dérouler, vous ne pouvez pas convaincre quiconque qu'il y a eu une mobilisation populaire, qu'il y a eu 4 millions d'Algériens qui se sont déplacés. Mais le président de ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler, c'est son intitulé officiel, l'AI, l'autorité indépendante. Le monsieur, il a affirmé toute honte bue dans une conférence de presse qu'il n'y a pas de boycott, que même cette abstention est dans une tendance planétaire. Hier, nous avons diffusé, j'aimerais justement qu'on me prépare cette liste, les élections législatives les dernières élections législatives en Europe, où la moyenne était d'à peu près 60%.
notamment en France, les dernières législatives en France ont été d'à peu près 60%. Et le monsieur qui arrive et qui dit non, non, c'est une tendance mondiale, et d'ailleurs, il y a même moins que ça de participation. On a cherché, on n'a pas trouvé. Alors, Karim Tabou, nous allons montrer la liste, voilà, taux de participation aux dernières élections législatives. Je laisse aux téléspectateurs le soin de vérifier par eux-mêmes. Il y a 90%, 87%, 84%, 82%. Ce sont que des pays européens. Hein. La Norvège, l'Australie, la Belgique, la France, la Norvège, l'Espagne, le Royaume-Uni. Le taux le plus faible est celui de l'Algérie, 21,24%. Au moins la moitié du taux le plus faible en Europe. Karim Tabou, dans la deuxième partie tout à l'heure, nous allons aborder les perspectives qui se dégagent aujourd'hui de ce qui vient de se passer. Comme nous allons parler un peu de cette initiative, vous refusez de dire que c'est la vôtre, vous dites cette initiative dont vous faites partie et que vous avez publiée sur votre page Facebook. Mais avant, j'ai encore d'autres questions à vous poser. Nous avons encore une quinzaine de minutes pour cette première partie. Et les partis politiques dans tout ça, Karim Tabou, ces partis politiques que le régime désigne aujourd'hui comme les principaux auteurs de la Bérésina, alors que nous savons tous, Karim Tabou, que les partis politiques en Algérie, ça ne bouge pas une oreille. C'est des gens qui sont là au service, ce sont des relais sociopolitiques du régime qui sont alignés le long de la mangeoire, comme disait Ahmed Rabbi Ramou, et d'ailleurs des partis politiques qui ont fait la preuve de leur inanité. Je rappelle que le FFS, dont vous étiez le premier secrétaire à un certain moment, que le FFS, l'un des leaders du FFS, a déclaré cette fois-ci que le boycott était une arme redoutable contre l'unité nationale, qu'il ne faut pas écouter les gens qui lancent des appels au boycott, que ce sont les ennemis de l'Algérie, que ce sont des gens qui font du mal à l'Algérie, etc. Mais sinon, il y a aussi donc le premier responsable du FFS, n'oublions pas de le rappeler, qui a participé au présidentiel, à côté de M. Tebboune. Sachant, et il est suffisamment armé politiquement, et il connaît suffisamment le sérail algérien, qui n'avait pas une chance sur 1000 milliards, une chance sur 1000 milliards de pouvoir passer à côté de Tebboune, qui était le candidat de la junte. Et donc, dans tout ça, les partis politiques, comme on dit, les journaux ont reçu l'ordre de publier un seul titre. C'est la faute aux partis politiques. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette absence sidérale de ces soi-disant partis politiques dans la vraie donne politique algérienne? Il y a beaucoup de questions dans votre question. C'est une question ouverte, ça veut dire que je vous laisse le soin de répondre comme vous voulez. Mais on va essayer de ramasser tout ça dans des idées globales. D'abord, une élection est faite pour traduire une volonté d'un peuple. Après, il y a le moyen électoral, c'est-à-dire les élections, qui devront être l'instrument de traduction. Alors, je vais d'abord, et puis l'aboutissement de tout ça, non seulement la volonté du peuple, mais également concourir à renforcer, sinon à rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Généralement, il y a deux objectifs, traduire la volonté populaire et puis renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions. C'est essentiellement l'objectif d'une élection. Mais nous allons essayer d'analyser ces éléments-là. D'abord, le chef de l'ANI, lui-même, il est chef par intérim. Il est chef par intérim à la suite de quelque chose qui s'est produit dans l'ANI. Laquelle l'ANI, lorsqu'il a été mis en place, le pouvoir, c'était
glorifié d'avoir constitutionnalisé une instance et d'avoir installé un président. Après, il s'est passé ce qui s'est passé lors des élections présidentielles passées, et tout le monde a bien constaté que la manipulation des chiffres, que l'inexactitude, le, le tripotage des chiffres est algérien et est propre au système politique algérien. Donc, et lui aussi, il s'est improvisé un peu en politique, puisqu'il est sorti du cadre technique de ses missions pour donner une opinion politique. Il ne sait pas, et il doit apprendre ça, que d'abord la démocratie, c'est une ambiance sociale, c'est une ambiance d'un peuple. La démocratie, elle implique une ambiance autant dans le champ médiatique, dans le champ politique, dans le champ de l'art, dans le champ scientifique, mais c'est tous ces champs-là qui forment le champ démocratique. Dans un pays où il y a la démocratie, il y a une vraie ambiance sociale, il y a de la créativité, il y a de l'interrelation entre l'élite, l'intellectuel, le militant, le citoyen, etc. Tout ça n'existe pas dans ce pays, ils le savent très bien. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. La deuxième est que la politique est un fait dynamique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un événement politique qui implique et qui met au cœur de son intérêt le citoyen, il implique donc une logique dynamique. Mais ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a pas de dynamique, mais justement, le pouvoir qui se suffit de la forme a cru à un certain moment que la démocratie des appareils, de la mise en place de l'appareil, suffit pour donner une apparence de la démocratie, la vraie. Donc il a essayé de couper, et je fais le geste, couper une partie de l'histoire de ce pays, notamment depuis Hirak à ce jour, greffer à la place de cette dynamique populaire réelle, contestatrice, de rupture avec le pouvoir, tenter de greffer quelque chose qui est rejeté par le peuple. C'est greffer une classe politique qui a d'ailleurs été rejetée par le peuple, et il a voulu la remettre en avant tout en lui promettant de lui trouver les voies, le moyen de la faire accepter auprès du peuple. Donc, il y a eu des avantages qui ont été donnés à cette classe politique, pendant que d'autres ils sont interdits de parole. Les uns avaient bénéficié de tous les avantages. Et puis, à la place d'avoir affaire au peuple algérien dans sa demande radicale de changement de système, le pouvoir a préféré réanimer une classe politique complètement consommée. Et d'ailleurs, en écoutant les chefs de ces partis, ils ont beaucoup plus cherché à convaincre le pouvoir qu'à convaincre le peuple, parce qu'ils se savent disqualifiés du peuple. Et dès lors que la classe politique, sous perfusion, que le pouvoir a remis en place, et je parle de tous les partis, y compris ceux qui prétendent, ceux qui se proclament de l'opposition, ils ont bien compris finalement que seul l'ancrage institutionnel pouvait leur assurer la survie. Leur survie dépend de la survie même du pouvoir. Donc il y a une relation dialectique entre le maintien des partis, de ces partis, et le maintien du pouvoir. Ils savent très bien que si demain une dynamique populaire venait à changer le cours de l'histoire, ils sont les premiers donc à disparaître. Ils le savent très bien, et donc ils se maintiennent par la recherche d'un ancrage institutionnel. Cet ancrage institutionnel, ils le savent très bien, puisque ce n'est plus la volonté populaire qui décide, c'est la volonté du pouvoir qui attribue qui attribue les chiffres, qui attribue les sièges, etc. Une grande partie de ces partis, si Jamal, si on avait les chiffres exacts, même les chiffres du pouvoir, des 21%, vous allez vous engager
dans une analyse qui nécessitera de grands savants en mathématiques, en analyse de sociologie politique, etc. Comment un parti puisse-t-il passer de 600 000 voix aux élections présidentielles à moins de 20 000 voix aux élections législatives? Et pourtant, le nombre de candidats s'est multiplié par 100, par 200, par 300, par 1000. Et puis, une élection législative suppose une présence physique des candidats sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça devait générer une dynamique d'intérêt, une dynamique de mobilisation. Ce n'est pas le cas. Une grande partie de ces partis avaient non seulement obtenu des sièges, avaient obtenu des sièges par les plus forts restes. C'est-à-dire qu'il y a eu attribution des sièges, et puis il a fallu recourir à la règle des statistiques, donner les autres sièges aux partis qui ont eu le plus fort reste. Vous allez dans une wilaya, vous allez trouver le taux de participation. En fait, sur le taux de participation, il n'y a pas grand-chose. Il vous faut, par exemple, 4000 voix pour obtenir un siège. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 3 partis qui ont réussi à avoir les 4000 voix. Donc, il y a 3 sièges, 4 sièges qui sont attribués d'emblée. Tout le reste, on fait le calcul du grand restant. Et puis, la majorité des partis ont obtenu des sièges, beaucoup de sièges par le plus fort reste, parce qu'il fallait piocher donc dans les marges, puisqu'il n'y a pas de vote populaire, il n'y a pas de mobilisation des Algériens. Donc, il a fallu recourir au calcul par les marges. Lorsque des partis politiques se voient attribuer des sièges en ayant un tel recours de calcul aux marges dans un pays qui vit une crise politique d'envergure et qu'ils se mettent de dos à la volonté du peuple en essayant de venir au secours du pouvoir, désormais, ces partis n'ont pas droit de citer. Et je pense que par honnêteté politique, par morale politique, morale sociale, etc., ces partis devront s'interdire de parler au nom du peuple algérien. De grâce, messieurs les chefs de ces partis politiques, vous n'avez pas le droit de parler au nom du peuple algérien. Vous avez le droit de parler au nom des factions du pouvoir, de ceux qui vous avaient attribué les sièges, mais vous n'avez pas le droit de vous attribuer une légitimité que vous n'avez pas et que le peuple algérien n'a pas voulu mandater. Le peuple algérien n'a pas voulu vous mandater, donc vous n'avez pas le droit de vous proclamer représentant du peuple algérien. Donc, cette réalité-là, elle nous interpelle. Elle nous fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal de voir les responsables algériens recourir au mensonge à chaque fois, mais ils ne savent pas qu'on peut vérifier une information, une donnée, en un clic sur son micro, sur son laptop, sur son téléphone. Comment le chef de l'ANI vient nous raconter des mensonges, dire des bêtises d'un tel niveau en proclamant que c'est la tendance mondiale? Bien au contraire. Dans le monde aujourd'hui, il y a une tendance vers une forte participation pour des raisons liées au fait qu'il y a d'abord des sociétés dynamiques, et puis dans ce monde des injustices, il y a plus de gens qui s'indignent, il y a plus de gens qui considèrent que ce monde doit être rétabli dans ses valeurs. Et je pense que si on donnait une seule occasion aux Algériens de se prononcer sur ça, les meilleurs jours dans ce pays où les Algériens avaient commémoré dans la communion, ils étaient des millions, le 1er novembre, le 5 juillet, c'était les moments du Hirak. Quoi que fasse le pouvoir, il mobilise toute sa clientèle, mais les seuls moments où ce pays a été restitué à ses valeurs historiques, la seule fois il a été en cohérence avec les espoirs de Chouhada dans ce pays, c'était les moments du Hirak, parce que c'était des millions d'Algériens qui ont commémoré ensemble le 1er novembre et lui ont restitué son vrai sens. Et c'est ces Algériens-là qui ont porté les portraits d'Abban, de l'Arbi Ben Mehidi, de Mohamed Boudiaf, d'Aït Ahmed, etc.,
pendant que le pouvoir, bien au contraire, si c'est pas l'assassinat politique, c'est l'exil, et on connaît bien l'histoire de ce pays. Donc aujourd'hui, pour rétablir les choses dans leur sens, ces gens-là qui parlent au nom du peuple algérien, tout en disant que le taux de participation ne nous intéresse pas, de grâce, vous n'avez pas le droit de parler en notre nom. Et nous sommes en droit de nous battre pour arracher notre droit à l'autodétermination. Et c'est le sens même donc de notre combat aujourd'hui. Et c'est le sens même de l'attitude des Algériens, au-delà de toutes ces analyses, des petites analyses. Oui, il y a du ras-le-bol, il y a du rejet, il y a du désintérêt, mais le tout est politique. Le tout est politique. Que veut dire politique? Et les gens confondent entre une attitude politique et une attitude partisane. Vous voulez que tous les Algériens, 45 millions d'Algériens, deviennent des militants de parti? Il n'y a pas de modèle dans le monde. Mais tous les Algériens, ils ont une attitude politique à l'égard du fait politique. Ils savent à quel moment adopter une position de tolérance et ils savent à quel moment ils rejettent, à quel moment ils le font savoir, à quel moment, tout en restant responsables, pacifiques. Et d'ailleurs, beaucoup de gens avaient, par le passé, considéré que le boycott était une attitude d'une faction politique ou d'une seule région. Et aujourd'hui, c'est prouvé qu'à l'échelle nationale et d'une manière unitaire, les Algériens ont donné leur position vis-à-vis du pouvoir dans sa globalité. C'est pour cette raison, je dis, les élections est un véritable référendum contre le pouvoir et le peuple algérien en a exprimé pacifiquement, de par le fait qu'il ne s'est pas rendu aux urnes, son rejet du pouvoir et de toutes ses dérivées. Et nous allons conclure avec cette chute pour cette première partie. Nous allons nous retrouver pour la deuxième partie. À tout à l'heure, Karim Tabou. Je rappelle que cette émission est enregistrée et qu'elle sera diffusée au moment voulu. À tout de suite, Karim.